de passer à la dernière communication, j'ai un petit message du comité d'organisation qui prie tous les gens qui ont présenté les communications orales de se présenter à côté de la radio, c'est aux côtés des stands, demain matin pour un shooting photo. Et j'appelle le docteur Messahen, c'est ça, pour vous présenter la dernière communication, puberté précoce en Algérie à propos de 35 cas. Je vous laisse la parole. Donc, cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé Puberté précoce en Algérie à propos de 35 cas. Comme introduction, la puberté représente l'ensemble des phénomènes maturatifs neuroendocriniens aboutissant à l'acquisition de la fonction de reproduction. La puberté précoce, bien que classique comme pathologie, est devenue actuellement un phénomène d'une grande ampleur. Elle est définie par le développement des caractères sexuels secondaires avant l'âge de 8 ans, voire avant l'âge de 7 ans et demi pour les filles d'origine américaine et avant l'âge de 9 ans pour les garçons. La puberté précoce peut avoir un important retentissement psychologique et somatique qui se manifeste essentiellement par le paradoxe grande taille infantile avec une petite taille adulte. Sa prévalence augmente avec l'âge, avec un sexe ratio très important, 9 filles pour un garçon. La notion de l'avancée séculaire doit être vérifiée et adaptée à chaque pays en fonction des caractéristiques anthropométriques et climatiques. Le déclenchement de la puberté peut être influencé par plusieurs facteurs, les facteurs géographiques, les facteurs socio-économiques, les facteurs migratoires et les facteurs influençant le signal hypothalamique. Les étiologies de la puberté précoce peuvent être réparties en deux catégories, d'origine centrale, qui est majoritaire et qui est le plus souvent d'étiologie idiopathologique chez les filles, et d'origine périphérique, qui peut être d'origine gonadique, ovariano-testiculaire ou surinalienne, secondaire à des tumeurs ou à des blocs enzymatiques. Notre démarche diagnostique est essentiellement clinique, basée sur l'anamnèse ou l'histoire pondérale ainsi que celle des signes pubertaires est primordiale. Un examen clinique qui est basé sur l'évaluation de la croissance ainsi que le score pubertaire à l'aide du score de Tanner. Et des examens paracliniques, si besoin, essentiellement la joseuse et l'échographie abdominopelvienne. Passons à l'étape patient et méthode. Donc nous avons utilisé les cas des patients hospitalisés au service et ceux vus en consultation sur une période de 8 ans, entre 2010 et 2017, dont l'objectif était de définir le profil épidémiologique de la puberté précoce au sein de notre service. Donc nous avons utilisé comme matériel les dossiers des malades ainsi que des fiches de recueil de données informatisées. Voici la fiche technique qui a été utilisée. Comme résultat, donc 42 cas ont été colligés, avec 35 dossiers exploitables. Il s'agit de 30 filles et 5 garçons, avec un sexe ratio de 6 pour 1. La moyenne de l'avance de l'âge osseux était de 15 mois. La majorité des cas issus sont venus de la ville de Constantine. Donc, on note une augmentation de l'incidence qui évolue en crescendo, avec un maximum de cas en 2017. La majorité des filles sont vues surtout pour un développement mammaire, alors que le motif de consultation chez les garçons était réparti entre pilosité pubienne et développement de la verge. La majorité de nos patients sont vus surtout au-delà de l'âge de 4 ans. Il s'agit de 67% des filles et 60% des garçons. Le diagnostic étiologique chez les filles est représenté essentiellement par la puberté précoce centrale qui occupe 77% des cas, avec prédominance nette de la puberté précoce idiopathique parmi les étiologies, à côté des autres étiologies organiques et liées à des prises médicamenteuses. Pour les causes périphériques qui représentent 10% des cas, ils sont répartis entre corticosurrénalin, le syndrome de McDonald-Bright et l'exposition à l'œstrogène chez une fillette qui est âgée de 4 mois. Il s'agit du traitement substitutif utilisé par ces deux sœurs bêta-thalassémiques. Dans 13% des cas, il s'agit d'une variante de la normale. Pour le diagnostic étiologique chez les garçons, il est réparti comme suit. Il s'agit de 60% de cas de puberté précoce centrale qui est d'origine organique dans 66% des cas. Pour les pubertés périphériques, ils représentent 40% des cas avec un diagnostic étiologique représenté à 100% par l'hyperplasie congénitale des surrénales. Nous avons eu des cas particuliers, représentés essentiellement par un cas de puberté précoce centrale chez un nourrisson de 14 mois, de sexe féminin, et qui est lié à la prise excessive de tisane de lavande, dont un but de thérapie parallèle pour son problème pulmonaire.
Donc nous avons eu un cas de puberté précoce périphérique sur corticosurrénalone chez une fille de 3 ans qui a été traitée chirurgicalement et dont l'évolution a été marquée par le développement d'une puberté précoce centrale qui était prouvée cliniquement et biologiquement. Pour les cas particuliers chez les garçons, on a eu 2 cas de puberté précoce périphérique sur hyperplasie congénitale des surrénales par bloquant 21 hydroxylase qui sont âgés de 4 ans et dont l'évolution a été marquée par le développement d'une puberté précoce centrale. Donc, la triptorylline ou décapeptyle a été utilisée chez 71% de nos patients avec une bonne tolérance. Un traitement étiologique dans les cas possibles. Et pour les pubertés périphériques sur hyperplasie congénitale des surrénales, l'hydrocortisone avec analogue de la GnRH ont été utilisés chez certains patients. Pour la discussion, on note une augmentation de l'incidence de la puberté précoce chez nous comme dans les autres pays, comme le montre cette étude faite au Danemark à propos de 449 cas. Ceci peut être expliqué par l'intervention des perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir un grand impact sur l'ensemble des glandes de l'organisme, ainsi que l'avance séculaire, qui doit être vérifiée et adaptée à chaque pays et qui permettra peut-être de revoir à la baisse l'incidence de la puberté précoce, en permettant de discerner entre des vrais cas de puberté précoce ou une avance physiologique. Donc, le sexe ratio dans la littérature, il est de 9 pour 1, 9 filles pour un garçon, voire 10 pour 1. Pour notre étude, il était de 6 pour 1, et ceci peut être expliqué par le biais lié au nombre de cas limités et du caractère microspécialisé de la consultation. Pour le diagnostic étiologique, nous avons comparé nos résultats avec ceux d'une étude faite en Saoudi et nous avons constaté une grande similitude. Donc, avec une prédominance de la puberté précoce centrale parmi les diagnostics étiologiques, prédominance de l'étiologie idiopathique chez les filles et organique chez les garçons et un pourcentage comparable de la puberté précoce périphérique dans les deux séries. Donc, pour le profil évolutif, le professeur Sultan a décrit un profil explosif si l'âge du début est inférieur à 4 ans, et ceci a été constaté également dans notre étude, comme le montre cette photo, où nous avons 2 filles. Celle-ci, elle est âgée de 23 mois, alors que celle-ci, elle est âgée de 4 ans et 2 mois. Et nous pouvons constater facilement l'importance de l'avance de la croissance ainsi que du stade pubertaire entre les 2 filles. La petite fille qui est âgée de 23 mois, elle est au stade 4 de Tanner. Donc, pour le cas de puberté précoce périphérique chez la fillette de 14 mois liée à la prise de lavande, la lavande, elle est incriminée ici du fait de sa composition faite de monoterpénol qui est un oestrogénomémétique et dont l'exposition chronique peut entraîner une activation de l'axe gonadotrope. Ceci a été étudié, l'effet oestrogénomémétique, c'est-à-dire de la lavande, à travers cette étude qui avait comme but de prouver le lien de causalité entre gynécomastie et l'exposition à la lavande. Pour les cas de puberté précoce centrale sur tumeur corticosurrénalienne, bien que vraiment exceptionnelle, elle peut être expliquée chez notre patient par l'exposition prolongée aux androgènes qui a entraîné l'avance de l'âge osseux et la conjugaison de ces deux facteurs a anticipé la maturation de l'axe gonadotrope. Pour les 2 cas de puberté précoce périphérique sur hyperplasie congénitale de surrénale, vu le diagnostic et la prise en charge qui sont tardifs, les mêmes mécanismes peuvent être impliqués. D'où l'intérêt de discuter l'association des analogues de la GnRH avec l'hydrocortisone. En conclusion, 2 données sont concordantes avec celles de la littérature, avec prédominance de la puberté précoce chez les filles. Donc, nous avons 6 filles pour un garçon. Prédominance de la puberté précoce idiopathique chez les filles. Donc, et là, il faut incriminer le rôle des perturbateurs endocriniens peut-être. Il est temps, je pense, de se poser la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une puberté de cause idiopathique par l'étude génétique et la recherche de la mutation MKRN3 qui est malheureusement non disponible dans notre pays. Donc, on a eu également comme constatation la prédominance de la puberté précoce centrale organique chez les garçons. Et il est temps peut-être de se poser la question, est-ce qu'il faut donner les analogues de la GnRH comme traitement préventif des pubertés précoces périphériques pour éviter cette évolution vers une puberté précoce centrale. Et je vous remercie. Le débat est lancé pour une légère discussion. Si vous avez des questions concernant les 5 dernières communications.
pose la question à la personne qui a présenté les adénomes hypophysaires. Donc, alors la première question, vous avez posé l'agressivité et le caractère agressif des adénomes hypophysaires sur quels critères? Est-ce que vous avez fait une étude immunohistochimique en recherchant le nombre de mitoses, le Ki67 et le p53? La deuxième question, parmi les adénomes non sécrétants non fonctionnels, est-ce que vous avez détecté des adénomes silencieux sécrétants? Et la troisième question, à titre informatif, est-ce que la somatuline dans votre pays est remboursée à 100%? Ok. Je vous remercie pour votre question. Donc, par rapport aux adénomes agressifs, donc nous avons eu quelques cas qui ont été traités au... Pardon? Oui, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, le service d'anapath chez nous n'a pu traiter que les Ki67. Ils n'ont pas pu traiter le P53. Donc, c'est sur cette base. Il y avait la notion déjà de mitoses nombreuses et le Ki67. Et sur cette base, nous avons retenu les adénomes agressifs. Qui étaient supérieurs à 5% pour la plupart des patients dont j'ai présenté. Maintenant, par rapport à la somatuline. Non, par rapport aux adénomes non sécrétants, est-ce que vous avez pu avoir les adénomes silencieux, oui. Oui, on a eu quelques cas d'adénomes silencieux. Et dans les adénomes non fonctionnels également, où j'ai mis les adénomes immunonégatifs, où ils ne sécrétaient rien du tout. Il n'y avait rien du tout au niveau de l'immunohistochimie. Et par rapport à la somatuline, actuellement, ce sont les patients qui ont une assurance qui peuvent se le procurer. Pour les autres, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas remboursé à 100%, je crois pas. Bon, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas exactement. C'est une étude ici. Pardon? C'est une étude effectuée ici. Oui, mais nous n'avons pas fait l'étude par rapport aux patients mutualistes, aux patients ramilistes pour savoir exactement. Mais je sais qu'il est remboursé, mais à 100%, je ne peux pas vous dire. Moi, le petit apport, c'était par rapport au thyroïdite. Parce que cliniquement, en tout cas dans ma pratique courante, et je pense que les jeunes confrères aussi ont fait plein de problèmes, le début suivi d'hyperthyroïdie que souvent on confond avec un base d'eau. Parce que très souvent, les auto-anticorps ne sont pas disponibles et souvent la douleur n'est pas évidente. Donc c'est important que les gens se rappellent ça aussi, que si on met un traitement comme pour le base d'eau, tout de suite, au bout d'un mois, le sujet tombe en hypothyroïdie. Donc ça, c'est quand même un petit piège par rapport à la phase aiguë de thyroïdie que je voulais quand même vous signaler. D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions dans la salle? Donc, Professeur Changapono du Gabon, je voulais apporter une contribution par rapport à l'épidémiologie de la carence en vitamine D chez la femme enceinte. Vous avez dit qu'en Afrique, il y avait peu de carence en vitamine D, en Afrique subsaharienne. Je voudrais apporter un bémol là-dessus. Peut-être chez les gens du peuple qui n'ont pas de voiture, qui se promènent à pied et qui peuvent recevoir une dose suffisante de soleil. Mais j'ai fait une étude préliminaire, mais qui est en cours, sur les cadres, les gens qui travaillent dans des entreprises, dans des bureaux fermés. Mais croyez-moi, il y a une forte prévalence de carence en vitamine D en Afrique subsaharienne, parce que la peau noire est un écran solaire, et comme les gens sont enfermés à longueur de journée, ils développent des insuffisances en vitamine D avec hyperparathyroïdie secondaire. Donc c'était pour apporter un bémol sur une fausse conception. Merci. Je voudrais rajouter juste une remarque sur le problème du déficit en vitamine D, parce qu'on remarque que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et que la plupart des dosages, il y a des dosages qui sont très bas en vitamine D. Il y a une étude récente dans le journal de l'association, je pense, américaine d'ostéopathie qui a montré une corrélation entre le taux de magnésium et le taux de vitamine D. Que les gens qui ont des taux de magnésium assez bas, il y a 50% de la vitamine D qui n'est pas sécrétée et qui
métabolisé. Donc ça serait intéressant pour les prochaines études, surtout aux résidents qui sont en cours de formation, de commencer à doser systématiquement les dosages de magnésium et de corréler justement avec la prise en charge thérapeutique. Parce que les résultats de leur étude ont montré que les gens qui avaient corrigé un petit peu les carences en magnésium, surtout pour les sujets qui sont cadres et qui sont fonctionnaires, il y a un taux niveau de stress. Et c'est connu que le taux de magnésium descend. J'avais une question, c'est pour la patiente qui avait présenté l'hypertrichose, je pense, chez l'enfant. Vous avez parlé d'un traitement médical. C'est quel type de préparation médicale, s'il vous plaît? Parce que nous, on prend généralement les malades par le Nizoral, c'était en rupture. En fait, la préparation médicale, c'est surtout sur le plan métabolique et fonctionnel. Ah d'accord, donc c'est pas pour refroidir l'hypercortisolisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc je vous remercie tous pour votre présence, les gens qui ont présenté et les gens qui nous ont aimablement assistés. Et je vous donne rendez-vous pour la suite du congrès.